the only thing that will get the hostages released is the thing that will defeat Hamas, which is a sustained military effort. Victory is within reach, and we should all strive for that common target to destroy Hamas. The major military operation in Rafah should not proceed without a credible plan for ensuring the safety and support of more than 1 million people sheltering there. On est extrêmement, et je suis particulièrement préoccupée par ce qui se passe à Rafah. Il nous faut un cessez-le-feu durable. Il nous faut une entente sur la libération des otages et sur le fait que l'aide humanitaire puisse être acheminée à Gaza. Autre moment de discorde entre Israël et son allié américain. Ils ne s'entendent pas pour la suite des événements dans la bande de Gaza. Le sauvetage réussi de 2 otages israéliens justifie, selon Benjamin Netanyahou, de maintenir la pression militaire, notamment sur Rafah, malgré les préoccupations de la communauté internationale. Il faut savoir qu'il y a 1,5 million de civils qui se réfugient à Rafah. Alors, l'opération Commando, qui a permis la libération de 2 otages, a fait au moins 74 morts, mais certains médias vont jusqu'à 90-94 morts depuis hier seulement. Le président Biden demande à Israël d'éviter toute opération militaire sans un plan crédible pour protéger les civils. Je me suis entretenue tout à l'heure avec la vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée au Moyen-Orient, Agnès Levallois. On l'écoute. Bonsoir, Madame Levallois, et bienvenue à 24/60. Bonsoir. Offensive terrestre possible à Rafah. Les bombardements ont commencé. Au moment où on se parle, on évoque déjà 74 morts. C'est le dernier bastion des terroristes, dit Netanyahou. Faut-il qu'il aille jusque-là pour vaincre le Hamas? Écoutez, toute la question est de savoir si vraiment on peut vaincre le Hamas. Et donc toute la stratégie de Netanyahou, qui est de dire qu'il va vaincre le Hamas, laisse sceptique un certain nombre d'observateurs, parce que bien sûr, il y a eu de nombreux morts, et de nombreux morts non seulement au sein de la population civile, mais au sein des combattants du Hamas, bien sûr. Mais lorsque l'on voit le nombre de destructions et le nombre de morts, et est-ce qu'on peut considérer que même à ce prix-là, le Hamas va être vaincu? Je n'en suis pas complètement convaincue. Et donc c'est bien ça la question qui est posée. Mais Netanyahou est dans une rhétorique qui consiste à dire qu'il est le plus fort et qu'il va y arriver. Et tout ça aussi pour des considérations de politique intérieure, bien évidemment. Évidemment, Netanyahou dit que cette opération est rendue nécessaire pour retracer tout le commandement du Hamas et que c'est la preuve qu'en allant jusqu'au bout, on peut libérer des otages. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je suis quand même très dubitative. Je pense qu'il y a déjà un certain nombre d'otages qui ont dû mourir en raison de la violence des bombardements. Il n'y a pas de raison que les bombardements ne touchent que les civils de Gaza, et donc les otages qui sont parmi les civils ont sûrement payé un prix assez élevé dans ces opérations. Et on voit bien d'ailleurs, et c'est un changement radical dans la stratégie israélienne avec Netanyahou, c'est que jusque-là, les otages étaient la priorité lorsqu'il y avait des otages israéliens, et qu'aujourd'hui, on voit bien que Netanyahou n'a vraiment pas fait des otages sa priorité. Il est obligé quand même de rendre des comptes aux familles des otages qui exercent une forte pression sur lui, mais on voit bien qu'il prend quand même de grandes libertés par rapport à cette stratégie qui fonctionnait jusque-là et qui consistait à coûte que coûte libérer les otages. On croit comprendre qu'il renvoie au Hamas la responsabilité de protéger la population civile. Oui, bien sûr, c'est la rhétorique, c'est vraiment le récit de Netanyahou pour justifier justement ou pour ne pas avoir de compte à rendre sur le bilan extrêmement lourd. On a rarement vu un bilan aussi lourd, avec autant d'armes déversées sur une population civile en aussi peu de temps, lorsque l'on prend d'une façon très cynique les statistiques qui existent. Donc face à ce déluge de feu, effectivement, Netanyahou se doit d'avoir des arguments pour justifier qu'il n'a pas d'autre choix que de faire cela, parce que finalement ce sont les combattants du Hamas qui le poussent à agir de la sorte. Et le Hamas affirme que cette offensive mettrait définitivement en péril toute négociation pour la libération des otages. Oui, on voit bien d'ailleurs que ce redoublement de violence, et je puis dire depuis quelques jours, est lié aux négociations, puisqu'on sait que les Américains et Anthony Blinken, qui a fait une dernière tournée la semaine dernière dans la région, visaient à obtenir une trêve à défaut d'un cessez-le-feu.
et que donc les négociations étaient quand même assez bien avancées et que Netanyahou n'en veut pas, comme le Hamas qui a mis aussi des conditions extrêmement dures. Et ça rappelle finalement toujours la stratégie quand il y a des négociations, c'est chacune des parties essaye d'aller le plus loin possible pour remporter le plus de gains possible dans la négociation. Sommes-nous dans cette étape-là qui est les Israéliens qui vont le plus loin possible pour après obtenir du Hamas quand même quelques concessions, et le Hamas qui, de son côté, dit effectivement qu'en raison de cette violence, il ne peut plus y avoir de négociations possibles. Or, on sait que des négociations doivent reprendre demain au Caire. Donc, je crois que les fils du dialogue ne sont pas rompus, même s'ils sont en grande difficulté, en raison justement de cette violence de bombardement et de l'attitude du Hamas qui a mis des exigences très fortes et qui rend la tâche de la négociation très difficile. Autre conséquence, il y a offensive terrestre, c'est que l'Égypte, qui a un pacte avec Israël depuis les accords de David en 1978, pourrait mettre un terme à ces accords. Est-ce que ça peut infléchir la position de Netanyahou à ce moment-ci ou pas? Écoutez, moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui rien ne peut infléchir la position de Netanyahou. La seule chose qui pourrait le faire changer ou bouger, c'est que les États-Unis arrêtent de livrer de l'armement, des munitions à Israël. Ceci dit, la question égyptienne est quand même importante. On sait que le rêve de Netanyahou et des membres de l'extrême droite de son gouvernement, c'est que l'Égypte ouvre les frontières et pour faire partir les Gazaouis, qu'ils aillent s'installer au Sinaï et qu'on n'entende plus parler de Palestiniens dans la bande de Gaza et de éventuellement recoloniser le territoire. Ça, c'est le rêve évidemment de Netanyahou et de ses ministres les plus radicaux, et c'est ce contre quoi l'Égypte se bagarre pour éviter cela, parce qu'elle ne veut pas être responsable de la deuxième catastrophe, la deuxième Nakba des Palestiniens, et elle ne peut pas prendre ce risque politique, d'autant plus qu'elle n'a pas forcément envie non plus de voir une population de Gaza s'installer sur son territoire, parce que ce que les Palestiniens savent et que l'Égypte sait très bien, c'est que si les Gazaouis sortent de Gaza, ils ne pourront plus jamais rentrer chez eux. Et ça, l'Égypte n'en veut pas, ne veut pas prendre ce risque, bien évidemment. C'est pour ça que la frontière s'ouvre et laisse passer au compte-gouttes certains ressortissants. Puis il y a aussi la Cisjordanie où la colonisation se déploie, même, semble-t-il, encore plus rapidement, même depuis le 7 octobre. Et les conséquences pour l'Égypte, qui quand même est un allié des États-Unis. Alors, il y aura un conflit de loyauté ici pour les États-Unis envers Israël et l'Égypte? Alors, de toute façon, pour les États-Unis, le premier allié reste Israël. L'Égypte, je veux dire, n'arrive qu'en deuxième position. Donc, s'il y avait un choix à faire, les Américains continueraient à soutenir Israël. Ceci dit, ça les met quand même en position délicate parce qu'ils ont aussi besoin de l'Égypte comme élément stabilisateur au Proche-Orient. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Mais le président Sisi est en situation quand même un peu délicate, avec une situation économique extrêmement compliquée, avec une population égyptienne quand même qui soutient la cause palestinienne, et donc ce qui met Sisi en position quand même délicate. Je pense qu'au fond de lui, Sisi n'a pas vraiment beaucoup à faire des Palestiniens de Gaza, mais il ne peut pas s'en désintéresser et il ne peut pas permettre que ces Palestiniens viennent sur son territoire, d'autant qu'une grande partie d'entre eux sont proches des frères musulmans et que le président Sisi n'a de cesse que de lutter contre les frères musulmans sur son propre territoire. Donc on voit bien qu'il est dans une position extrêmement compliquée entre d'un côté donner satisfaction ou respecter effectivement l'accord de paix avec Israël, faire attention à sa population, parce qu'il sait très bien que si il avait une position ambiguë à l'égard des Palestiniens, sa population ne lui pardonnerait pas, avec un risque de mobilisation populaire comme il en a existé en 2011. Et Sisi ne veut absolument pas prendre ce risque aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué. En attendant, on se demande où vont se rendre le 1,5 million de Palestiniens ciblés par la menace de Netanyahou de continuer jusqu'au bout le combat pour vaincre le Hamas. Ils sont tous maintenant entassés vers Rafah, dans le sud. Il y a un cynisme absolu de la part de l'armée israélienne de demander aux Gazaouis de quitter la zone de Rafah pour aller on ne sait où. Alors l'idée évidemment c'est de les faire repartir vers le nord dont on les a fait partir au début de l'offensive.
mais il est clair qu'il est absolument impossible de faire partir 1,5 million de Gazaouis qui sont affamés, qui n'ont accès à rien, avec des femmes, des enfants. Donc oui, certains d'entre eux ont commencé à repartir vers le nord de la bande de Gaza pour tenter d'échapper au bombardement. Mais on voit bien que ces mesures qui sont annoncées par Israël n'ont aucun sens et qu'elles ne peuvent en aucun cas être suivies d'effets de façon significative pour sauver la population de Gaza. Donc le bilan, là encore, risque d'être absolument catastrophique pour la population civile. C'est ce que dit M. Biden, je crois, et d'autres leaders européens. Ils craignent une catastrophe encore pire même, semble-t-il, que ce qui s'est passé dans le nord de Gaza. Alors, on va se laisser là-dessus, Agnès Levallois. À bientôt. Bonsoir.